Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition. Voici les titres de l'actualité. Cérémonie protocolaire au Tchad ce samedi 21 décembre. Le président Mahamat Idriss Déby a officiellement été élevé à la dignité de maréchal, un attribut honorifique qu'il obtient à l'âge de 40 ans. Son père l'avait lui obtenu en 2020. Nouveau plaidoyer du président José Maria Neves en faveur des migrants. À l'occasion de la journée internationale dédiée à cette cause, le 18 décembre, le chef de l'État capverdien a appelé au respect de ces populations en renforçant leur défense et la protection de leurs droits. Et l'identité culturelle est prônée au Burundi. Les tambours royaux incarnent les coutumes si chères à ce pays d'Afrique de l'Est. Immersion dans cette édition auprès de ceux qui perpétuent les rituels traditionnels autour de cet art classé au patrimoine immatériel de l'humanité. La proposition avait été adoptée le 9 décembre dernier par le Conseil national de transition. Elle s'est concrétisée ce samedi au Tchad. Le général Mahamat Idriss Déby a été élevé à la dignité de maréchal, soit près de 3 ans après avoir été propulsé au pouvoir par les militaires au lendemain de la mort de son père, le président Idriss Déby Itno. Ce dernier avait connu le même honneur en août 2020. Après 30 années passées à la tête du pays, c'est donc à 40 ans que Mahamat Idriss Déby a été décoré de cet attribut honorifique, alors qu'en parallèle, le pays se prépare à la tenue des élections législatives provinciales et communales prévues le 29 décembre. Et à environ une semaine de ces échéances électorales au Tchad, certains sujets semblent pâtir d'un manque d'intérêt de la part des acteurs politiques, à l'instar du système éducatif. Peu de réformes sont proposées par les candidats aux postes de députés, de maires ou représentants locaux. Certains parents appellent à une prise de conscience urgente. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commentaire Nana Kamsoukoum. Au Tchad, la réforme de l'éducation nationale et la promotion de l'alphabétisation est l'un des sujets les moins abordés pendant la campagne pour les élections législatives, provinciales et communales qui sont en cours dans le pays. Les candidats promettent tous de s'attaquer aux problèmes sociaux des populations sans évoquer en profondeur la question de la baisse du niveau des élèves, le nombre insuffisant des enseignants et le manque des intrascolaires. Certains acteurs de l'éducation estiment que ce secteur doit être l'une des priorités politiques au niveau national. Au nombre des enseignants, actuellement, nous sommes trois. Je suis un directeur et je suis déchargé aussi, en même temps. Donc, vu par rapport à l'effectif des élèves, on a beaucoup de soucis par rapport sur les enseignants. On a carence des enseignants. Selon le ministère de l'Éducation nationale, le nombre d'élèves augmente de 18% et ce pourcentage pourrait doubler d'ici 10 ans. Certains parents d'élèves pensent qu'indépendamment des programmes politiques des candidats, il faut continuer à plaider auprès des autorités pour renforcer les infrastructures scolaires et le recrutement des nouveaux enseignants au niveau communautaire. Nous sommes très reconnaissants que le gouvernement construise des écoles dans nos localités, mais nous avons besoin davantage des infrastructures et des enseignants. Le nombre d'élèves augmente chaque année et il manque des salles de classe. Je crois qu'à notre niveau aussi, nous devons plaider auprès des autorités. Pour rappel, dans le cadre de la décentralisation des unités administratives conformément à la nouvelle constitution, les provinces seront en mesure de créer des fonctions publiques locales et recruter des enseignants communautaires pour combler le gap. Selon les statistiques nationales, les fonctions publiques locales auront besoin de recruter 11 000 enseignants chaque année pendant au moins 5 ans pour combler la demande des écoles. La course à la présidentielle d'octobre 2025 est lancée en Côte d'Ivoire. La compétition s'annonce intense et son issue semble incertaine avec plusieurs poids lourds de la politique ivoirienne en candidats déclarés. C'est dans ce contexte que la présidente du Sénat, Kandia Camara, a récemment appelé à un scrutin apaisé et sans violence, un cadre déterminant pour assurer l'avenir du pays encore marqué par la crise post-électorale de 2010-2011. Un sujet d'Esther Conan. À l'approche du scrutin présidentiel prévu le 25 octobre 2025 en Côte d'Ivoire,
Les citoyens ivoiriens sont appelés à promouvoir des élections apaisées. Jeudi 19 décembre 2024, lors de la clôture de la deuxième session ordinaire du Sénat, la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Kandia Camara, a appelé la classe politique nationale et l'ensemble de ses concitoyens à une élection présidentielle apaisée et sans violence. La culture de la paix et du vivre ensemble qui nous a été léguée par le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, le président Félix Houphouët-Boigny, nous invite à envisager ces échéances électorales avec la plus grande sérénité, que tout se passe bien dans la paix et dans un esprit de fair play. La présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire s'annonce décisive avec la participation des figures politiques majeures telles que l'ex-président Laurent Gbagbo, Pascal Affi-N'Guessan, Charles Blé Goudé et Simone Eïvé Gbagbo. Ainsi, ce scrutin marqué par des candidatures de poids promet une compétition intense et pourrait redéfinir l'équilibre du pouvoir. Ce sont les premières élections où on a l'impression d'assister à une espèce de passation de pouvoir entre la génération de vieux, ceux qui ont été en contact avec les indépendances, et une nouvelle génération des jeunes loups de la politique ivoirienne, même si certains vieux font de la résistance. La deuxième chose, c'est qu'on assiste à un éclatement dans tous les camps. La Côte d'Ivoire a un défi à relever parce que le Ghana à côté a organisé des élections propres. Est-ce que la Côte d'Ivoire sera-t-elle à la hauteur ? C'est ça la grande question. La présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire s'annonce compétitive et incertaine, notamment l'absence de candidats désignés par le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, héritier des présidents Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié. Également dans l'actualité, Djibouti a reçu ce vendredi le président français Emmanuel Macron. Ce dernier a annoncé que la base française installée à Djibouti allait se réinventer comme point de projection pour des missions en Afrique. Cette annonce survient après le retrait forcé des forces françaises du Sahel et plus récemment du départ réclamé par le Sénégal et par le Tchad des troupes françaises de leur territoire. Notons que la particularité de Djibouti est d'être une base à part, tournée vers la mer Rouge, l'océan Indien et l'Indo-Pacifique, plus que vers l'Afrique. Un choix stratégique, donc, selon le président Emmanuel Macron, qui a poursuivi son déplacement ce samedi en Éthiopie, où il a été reçu par le Premier ministre Abiy Ahmed. Objectif affiché, renforcer les relations bilatérales dans un contexte de défiance croissante envers la présence militaire française en Afrique. Cette visite officielle marque le second déplacement du chef de l'État français en Éthiopie en 6 ans. Au Cap-Vert, le président José Maria Neves a profité de la Journée internationale des migrants le 18 décembre pour promouvoir une société qu'il souhaite encore plus inclusive. Le chef de l'État capverdien a appelé au respect des migrants qui contribuent et apportent de la valeur ajoutée à l'économie nationale. Bien qu'en termes de flux migratoires, le Cap-Vert soit par tradition un pays d'émigration plus que d'immigration. Plus de détails avec Samantha Saberou Saboubanga et Pauline Minka. S'exprimant lors de la Journée internationale des migrants, le 18 décembre 2024, le président du Cap-Vert, José Maria Neves, a appelé les autorités capverdiennes à renforcer la défense et la protection des droits et intérêts des citoyens de la diaspora en collaboration avec les organisations non gouvernementales et les gouvernements des pays d'accueil. En ces temps troublés et difficiles pour les migrants, j'encourage les autorités gouvernementales à continuer d'œuvrer à la défense et à la protection des droits et intérêts des citoyens capverdiens de la diaspora. Selon le chef de l'État, le thème de cette année, les contributions des travailleurs migrants dans le monde, amène à réfléchir sur le rôle important des personnes en mouvement dans le progrès social et économique des nations pour la construction de pays prospères. Il a également rappelé que les immigrés qui choisissent le Cap-Vert pour y vivre contribuent à hauteur de 4,2% au produit intérieur brut. Outre les envois de fonds financiers, les idées et les connaissances apportées par les migrants ont été essentielles pour la modernisation et l'amélioration des services publics au Cap-Vert. Selon les données de la Banque centrale du Cap-Vert, en 2023, le pays d'Afrique de l'Ouest a reçu environ 28,6 milliards d'escudos d'envoi de fonds des immigrants, enregistrant une baisse de 4,3% par rapport à 2022 de 41,442 millions d'escudos.
La CEDEAO demeure une pionnière de l'intégration régionale en Afrique, mais elle reste confrontée à deux défis majeurs, l'accès à l'eau et à l'énergie. Malgré les efforts déployés dans le développement des infrastructures, l'accès à l'eau reste complexe selon les zones. Côté énergie, le taux d'accès à l'électricité dans cet espace communautaire était estimé à environ 54% en 2023. Pourtant, ces deux éléments sont essentiels pour assurer le développement socio-économique de la communauté économique et monétaire des États d'Afrique de l'Ouest. Les explications de Cheikh Omar Kamara. La zone de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, est confrontée à des défis majeurs en matière de gestion de l'eau et d'accès à l'énergie. Alors que la population continue de croître et que les effets du changement climatique se font sentir, ces deux ressources essentielles se retrouvent sous pression. La nécessité d'une approche intégrée et durable devient plus évidente que jamais. Cette gestion permet effectivement de créer le lien entre l'eau et bien d'autres domaines, notamment le domaine de l'énergie et naturellement aussi le domaine de l'alimentation. Mais en ce qui concerne donc le domaine de l'énergie, il faut déjà savoir que nous sommes dans une zone, donc l'Afrique de l'Ouest, qui est une zone où il y a suffisamment de ressources en eau disponibles, en tout cas au niveau des eaux de surface, même si ces ressources aujourd'hui sont menacées par les changements climatiques. Reconnaissant l'importance cruciale des enjeux liés à la gestion de l'eau et l'accès à l'électricité pour le développement durable de la région, la CEDEAO a mis en place plusieurs politiques et leviers visant à améliorer la situation. Je pense que l'une des choses qui est importante, c'est le premier levier, c'est la connaissance des ressources en eau dans la sous-région. Connaissance, quand je dis connaissance, ce sont des données qu'il faut avoir en termes de qu'est-ce qui est disponible réellement, la capacité réelle des ressources en eau de notre sous-région. Et à partir de ce moment, il faut organiser la gestion de ces ressources-là. Et c'est ce à quoi nous travaillons aujourd'hui, ensemble avec l'ensemble des partenaires. Selon Global Water Partnership West Africa, au 31 décembre 2022, 92% de la population urbaine et 72% des populations rurales de l'espace IOMOA ont accès à un service d'eau potable géré en toute sécurité. Ils font partie intégrante de la tradition et de l'identité culturelle du Burundi. Les tambours royaux incarnent en quelque sorte le joyau de la nation. Et pour cause, en 2014, le tambour burundais a été inscrit au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, un symbole qui s'accompagne de tout un rituel qui associe les battements de tambour au chant traditionnel et à la danse. Plus de détails avec Marcel Kouassi et Catherine Gobey. Instrument à la fois populaire et vénéré, les tambours du Burundi depuis la nuit des temps incarnent une sorte de lien mystique entre un pays et son peuple qui les considère comme un élément identitaire fondamental. Autrefois, les tambours n'étaient battus que dans des circonstances exceptionnelles remontant au XVIIe siècle. La tradition du tambour Ingoma en Kirundi symbolisait le caractère sacré et intemporel de la royauté lorsqu'un roi accédait au pouvoir. Aujourd'hui, cet art bien vivant continue à louer le respect, l'unité et le progrès de la nation. Avec l'histoire du Burundi, les Inore ont toujours gagné la bataille et aussi notre danse est beaucoup plus observée dans les grands événements. Dans l'événement de commémoration de l'indépendance du Burundi, le 1er juillet, et aussi le jour de l'investiture du nouveau président de la République. Silhouette athlétique drapée des couleurs du Burundi, rouge, blanc et vert, pieds nus sur la terre, les tambourinaires chantent, virevoltent, frappent la peau, puis les flancs sourds des tambours. Les pas de danse esquissés symbolisent à la fois le respect et la bienvenue à l'autorité suprême. Donc, sauter, vous voyez qu'il y a les jambes devant. Ça signifie saluer les invités. Le mouvement, donc, comme ça, c'est pour donc, le moral. Si on met le tambour sur la tête, on commence l'action. Inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité en 2014, la danse rituelle au tambour royal du Burundi est restée jusqu'à aujourd'hui l'élément joyeux du patrimoine immatériel qui fait la fierté du pays.
C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.